Une autre perspective de l'actualité. Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Hello everyone and welcome to my show on Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à mon émission à Cube Radio. Pourquoi je vous parle dans les deux langues officielles du Canada? Parce que, vous le savez, à quel point j'aime le français, à quel point je défends le français. Et malgré moi, je fais quand même partie d'un grand pays qui s'appelle le Canada. Et il se trouve que dans ce pays-là, officiellement, il y a deux langues officielles. Mais on le sait, chaque semaine, je vous en parle, il y a des manquements, il y a des gens qui arrivent pas à avoir de services en français, que ce soit en Ontario, que ce soit ailleurs au Canada. Et aujourd'hui, c'est la nomination des différents ministères et du Conseil des ministres du nouveau premier ministre du Canada, M. Carney. Et là, on apprend que c'est fini, il n'y a pas de poste de ministre des langues officielles. Jusqu'à tout récemment, c'était Rachel Bendayan qui occupait ce poste-là. Mais là, quand on regarde les 24 membres du cabinet de M. Carney, il n'y a plus rien. Et ça n'existe plus, ce poste-là. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est Stephen Guilbeault, qui devient ministre de la Culture et de l'Identité canadienne. Ça me fait quand même assez rire, parce qu'on se rappelle que sous Justin Trudeau, Justin Trudeau avait quand même dit que le Canada était le premier État post-national. Alors, ça ressemble à quoi, l'identité canadienne? De ces temps-ci, l'identité canadienne, ça ressemble beaucoup à « on n'est pas américain, on n'est pas américain, on n'est pas américain ». Il faudrait peut-être passer à la prochaine étape de dire « c'est quoi être Canadien, c'est quoi être Canadien, c'est quoi être Canadien ». Mais la dernière fois que j'ai vérifié, être Canadien, c'est vivre dans un pays où il y a deux langues officielles. Quand tu fais ton premier conseil des ministres et que tu élimines cette fonction-là, je trouve ça quand même assez particulier. Et je voudrais attirer votre attention sur une image qui, moi, m'a quand même frappée. C'est qu'évidemment, M. Carney a posé pour les photographes aux côtés de la gouverneure générale, donc la représentante de la reine au Canada, Mary Simon, qui, elle, non plus, n'a pas eu le mémo qu'il y a deux langues officielles au Canada, on le sait. Elle parle anglais et elle parle l'Inuktitut. J'ai rien contre l'Inuktitut, ça me semble être une langue absolument magnifique. Mais après 28 000 $ de cours de français, Mary Simon, elle parle toujours pas le français. Fait que t'as la gouverneure générale, qui est la chef d'État, parce qu'on le sait qu'au Canada, le chef d'État, c'est elle. À côté, tu as le chef de gouvernement, puis le chef de gouvernement, lui, décidé que, les langues officielles, ça méritait pas un ministère en soi, puis ça méritait pas un poste en soi. Je m'excuse, mais ça nous dit quelque chose quand même sur ce que c'est être Canadien en 2025. Questionnement et solutions. Cube. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. On va parler d'impôts parce que on est en plein dedans. Vous devez on doit tous normalement être en train, en tout cas, de colliger tous les T4 puis tous les papiers pour préparer ces impôts. Et c'est ce moment-ci qu'a choisi l'IEDM, qui est l'Institut économique de Montréal, pour nous faire part d'une étude, une réflexion en tout cas qu'ils ont eue, une recommandation qui serait d'abolir le deuxième palier d'imposition. On va rentrer dans les détails un petit peu plus tard. Et tout ça pour aider les travailleurs de la classe moyenne. On va en parler avec Renaud Brossard, qui est vice-président aux communications à l'IEDM. Renaud, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, Renaud, parce que pendant longtemps, vous avez été à la Fédération canadienne des contribuables. Donc, on voit que vous avez quand même de la suite dans les idées. Exactement. Si je m'implique, en fait, dans des organisations comme l'IEDM, comme la Fédération des contribuables, c'est parce que je crois en cette cause qui est d'en faire remettre un petit peu d'argent, au moins, dans les poches de la classe moyenne, dans les poches des Québécois. Après tout, on sait que le gouvernement prend quand même beaucoup
Oui, beaucoup. Alors, donc, cette idée émise par l'IEDM, quand on dit abolir les deux... Bon, déjà, les gens, en ce moment, sont dans leurs impôts, je comprends. Donc, on va garder ça simple pour tout le monde. Ben, déjà, ça nous écœure de voir remplir notre rapport d'impôt. Mais quand on parle d'abolir le deuxième palier, on parle de entre quel revenu et quel revenu? Donc, on parle ici du palier qui s'applique vraiment à la classe moyenne. On parle de 55 à 110 000 environ. C'est pas un secret, les impôts sont quand même assez élevés au Québec et au Canada. Donc, au fédéral, la façon que ça fonctionne, c'est que pour chaque dollar que vous gagnez, jusqu'à 55 000 $ à peu près, vous êtes taxé à 15 %. Par la suite, pour les 55 000 à 110 millième dollars, vous êtes taxé à 20,5 %. Nous, ce qu'on propose, c'est en fait que tous les revenus en bas de 110 000 $ au fédéral soit taxé à 15 %. Donc, on parle d'une réduction d'à peu près 5,5 points de pourcentage sur le taux marginal. Mais si, mettons, on est rendu au maximum, c'est-à-dire que si on fait 110 000 par année, une différence de 5 % qu'on garde dans nos poches versus l'envoyer à Ottawa, ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. En fait, ça fait vraiment une différence à tous les niveaux de revenus dans ce palier-là. On parle vraiment d'une réduction d'impôt pour les 8,5 millions de Canadiens de la classe moyenne qui gagnent des revenus entre 55 et 110 000. En moyenne, ce qu'on estime, ça va permettre aux gens de sauver à peu près 1 100 $ par année. Donc, 1 100 $ qu'ils vont avoir pour payer les loyers, faire l'épicerie, payer les factures d'énergie qui augmentent quand même rapidement. C'est quelque chose qui va vraiment donner un gros répit à la classe moyenne. Il faut quand même le mentionner, la classe moyenne en arrache au Canada depuis un certain temps. Je veux dire, on a fait beaucoup de choses pour les moyens nantis, puis c'est une très bonne chose. Maintenant, on a beaucoup de gouvernements qui proposent des choses pour aider les entreprises, c'est une bonne chose. Mais les grands oubliés là-dedans, ça a été la classe moyenne qui a vécu l'inflation de plein fouet, qui a vécu les pertes d'emploi durant la COVID de plein fouet, qui a encore beaucoup de craintes maintenant avec tout ce qui est autour des menaces tarifaires américaines. Donc, de leur donner un tel répit, surtout à un moment comme celui-ci, ça serait quelque chose de très bienvenu. Alors, c'est drôle qu'on parle aujourd'hui de préoccupations pour la classe moyenne parce que pendant tout son dernier mandat, c'était un leitmotiv dans la bouche de Justin Trudeau. Il disait toujours la classe moyenne, la classe moyenne, la classe moyenne. Vous, le bilan que vous faites à l'IEDM, c'est qu'il l'a pas tant que ça aidé la classe moyenne, Justin Trudeau. Non, exactement. En fait, la différence avec l'approche de M. Trudeau au niveau de l'économie, c'était toujours on va prendre dans les poches des gens, mais ensuite on va pouvoir réinvestir ailleurs. Le résultat n'a pas été très, très concluant. Le résultat, c'est que notre dette publique a doublé. On est passé de moins de 700 jusqu'à 1400 milliards. Les paiements d'intérêt qu'on fait sur cette dette-là, eux aussi, ont doublé. On est passé de 26 à 54 milliards de dollars en paiement d'intérêt. Mais quand on regarde au niveau de la croissance économique, la croissance n'a pas été là. Quand on regarde au niveau de la croissance des salaires, quand on ajuste pour l'inflation, les salaires des Canadiens ont augmenté d'à peu près 5 % dans les 10 dernières années. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme parce que c'est ça. Donc, c'est que si on tient compte de l'inflation, c'est-à-dire que, mettons qu'on a une petite augmentation de salaire chaque année, mais que l'inflation est de 2 ou 3 ou 4 %, ben finalement, on se retrouve avec rien dans les poches. Je trouve ça amusant parce que une des mesures que Justin Trudeau avait mises de l'avant en prétendant justement aider les gens de la classe moyenne, c'est son fameux congé de TPS. En fait, ça a surtout été un congé de gros bon sens parce que ça a été ça a été vraiment un casse-tête pour les entreprises, pour les commerces. Ça a été extrêmement compliqué pour tout le monde. Puis pour ramasser des grenailles, finalement, on n'a pas économisé tant que ça pendant son fameux congé de TPS. C'est effectivement le cas. C'est pour ça qu'on définit ça en fait comme un gadget fiscal. Essentiellement, c'est un petit quelque chose, ça a l'air beau, ça a l'air bien. Mais c'est pas ça qui fait le travail. Quand on regarde ce que les gens de la classe... C'est comme quand on achète une boîte de céréales, puis, tu sais, je sais pas, est-ce qu'il y a encore ça, des gadgets dans les boîtes de céréales? En tout cas, moi, quand j'étais jeune, il y en avait. Mettons dans une boîte de Cracker Jack, là, tu sais, t'as une petite patente en plastique ou quelque chose. Mais dans le fond, ce que tu veux, c'est te faire oublier que c'est bourré de sucre puis que c'est pas bon pour la santé. Exactement. Ouais. C'est les gens ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'une aide qui est substantielle. Écoutez, un congé de TPS de 2 mois, notamment sur les sapins de Noël en février, on va s'entendre que ça n'a pas un très, très, très grand impact dans les poches des gens. C'est un peu l'équivalent de se faire passer un sapin. Poudoum, poudoum, pouitch. Ben oui, c'est ça. J'ai fait une blague qui est pas si drôle que ça. Je trouve que c'est très important en ce moment de parler des impôts
évidemment, avec cette recommandation de l'IEDM, mais aussi parce que, d'ailleurs, mon collègue Mario Dumont écrit une excellente chronique ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Il dit, au Québec, il y a des gens qui payent 53% en impôts. C'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on s'arrête à penser à ça, mais c'est vrai que c'est un non-sens. La raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est que la porte-parole de Donald Trump aux États-Unis s'est servi de l'exemple du Québec et de son taux d'imposition complètement délirant pour certains groupes dans la population pour dire que ça avait pas de sens. Alors, on va écouter un petit extrait de la porte-parole de Donald Trump. And Canada is much higher. In Quebec, the highest tax rate for an income of $150,000 or more is 53.3%. More than half of Canadians' incomes they are being taxed on. So the president has made it clear that he believes. Alors, c'est sûr que quand on parle de la classe moyenne, ben là, on n'est plus là-dedans parce que c'est évidemment 150 000 $ et plus. Mais le point que Mario Dumont amène ce matin, c'est comment voulez-vous motiver quelqu'un peu importe les revenus qu'on a, quand on se dit on en donne plus que ce qu'on en gagne. À l'IEDM, vous devez trouver ça aberrant aussi, des taux d'imposition à 53%? Absolument. Puis si on recommande quelque chose qui cible la classe moyenne, c'est parce qu'on cherche à aider le plus de Canadiens possible avec cette baisse d'impôt-là. Mais c'est sûr que d'avoir un taux d'imposition maximal à 53%, qui est un taux marginal, qui est quand même sur les derniers dollars gagnés, ça a un effet pour dissuader le travail. Mine de rien, quand les gens se demandent est-ce qu'ils vont faire des heures supplémentaires au travail, ils vont se poser la question, écoutez, est-ce que je vais faire des heures supplémentaires si j'en envoie la moitié à l'impôt? Ou est-ce que je vais plutôt passer du temps avec ma famille chez moi? C'est sûr, c'est bon de passer du temps avec la famille, mais il y a un effet essentiellement de désincitation au travail. Et on n'a même pas besoin d'aller à des revenus aussi élevés pour voir cette désincitation au travail. Vous savez, à 55 000 $ au Québec, le taux d'imposition qui s'applique, le taux marginal, c'est 36%. Donc, quelqu'un qui est dans la classe moyenne, qui gagne justement un salaire qui est décent, d'à peu près 55 000 $, mais l'heure additionnelle qu'il fait, cette heure de temps supplémentaire, il en avoir un peu plus que le tiers au gouvernement à Québec puis à Ottawa. Après ça, il va devoir payer de la TPS puis de la TVQ sur tous les achats qu'il va faire. Il va avoir des taxes d'assises si jamais il s'en va à la SAQ, plus les profits mirobolants, la marge de profit mirobolante de la SAQ. À un moment donné, les gens se disent peut-être qu'au lieu de faire cette heure supplémentaire-là, je vais faire autre chose. Et ça a un effet justement sur la productivité, ça a un effet sur notre performance en tant qu'économie. C'est une des choses qui fait qu'on a plus de misère à avoir un niveau de croissance économique intéressant et avoir une croissance de notre niveau de vie qui est intéressante par rapport à d'autres juridictions. Quand on parle de ça, on utilise très souvent, et mon collègue Mario le fait avec raison, on utilise l'exemple du temps supplémentaire, le manque de motivation. Mais on peut aussi l'élargir, c'est-à-dire que mettons que quelqu'un occupe un poste où il fait 83 000 $ par année, puis son patron vient le voir en disant, écoute, on ouvre un poste, là, c'est beaucoup plus payant, c'est un poste à, mettons, 130 000 $ par année, ça tente-tu de postuler? Là, tu regardes, tu fais des calculs, tu te dis, ouais, mais c'est parce que si je fais ce salaire-là, le surplus que je fais par rapport à ce qui va réellement me rester dans les poches, quand tu fais le calcul, tu te dis, ouais, je vais avoir plus de responsabilités, plus de stress, je vais travailler plus d'heures. On parle même pas d'heures de temps supplémentaire, mais c'est juste beaucoup plus de stress et de responsabilité pour envoyer quasiment tout ça au gouvernement. Donc, il y a aussi cette démotivation-là. Absolument. Il y a la même chose aussi au niveau de l'investissement. C'est la même chose quand quelqu'un se dit, bon, mais écoutez, il y a quelqu'un qui arrive avec un projet pour partir une nouvelle usine, il y a besoin d'investisseurs. C'est exactement le même calcul que les gens font. Ils se disent, bon, je pourrais investir dans ce projet-là. Ce projet pourrait rapporter tant, mais en revanche, j'ai des risques. Je sais que je peux tout perdre là-dedans. Et en plus de ça, si jamais j'ai un retour, l'impôt c'est l'impôt qui va passer au cash et qui va essentiellement prendre une bonne partie de ça. Ça a un effet néfaste sur la croissance. En économie, il y a le phénomène qu'on appelle la courbe de l'affaire, qui est essentiellement une courbe qui dit que, à 0% d'impôt puis à 100% d'impôt, on récolte à peu près le même revenu. Parce qu'à 0%, il n'y a pas d'argent qui va à l'impôt. À 100% d'impôt, les gens n'ont pas d'incitation pour travailler, donc il y a zéro revenu. Et c'est de trouver à quel juste milieu. Exactement. Oui. Et au Canada, ce qu'on calcule, il y a certaines études qui ont été faites là-dessus qui disent que pour chaque revenu additionnel en impôt qu'on va chercher, on perd 2,86 $ en activité économique. Donc oui, le gouvernement s'enrichit, mais on fait tellement mal au reste de l'économie.
que ça fait en sorte que notre économie croît moins rapidement. Ça, donc, c'est très la base intéressant. fiscale croît moins rapidement. C'est-à-dire que, oui, on se dit peut-être, ben oui, c'est sûr, on va augmenter, parce qu'on entend souvent ça, évidemment, d'une certaine gauche, de dire, taxer plus les riches. Mais donc, oui, peut-être taxer plus les riches, ça fait en sorte qu'il y a plus de revenus en tant que tel dans les poches du gouvernement, mais ce que ça fait en termes de diminuer en tout cas la volonté justement de participer à la création de la richesse, ben on leur perd, puis c'est l'économie au complet au Canada qui en pâtit. Je veux juste terminer sur cette idée lancée par l'IEDM d'abolir le deuxième palier. Évidemment, ça veut dire moins d'argent dans les poches du gouvernement. Si on veut avoir plus d'argent dans nos poches à nous, c'est donc 17 milliards de moins qui iraient à Ottawa. Et Dieu sait que l'argent est tellement bien géré à Ottawa. Exactement. C'est pour ça que je préfère le voir comme 17 milliards de plus dans les poches des citoyens. Après ça, c'est sûr que oui, ça va nécessiter des choix à Ottawa. Mais quand on regarde les choix qui ont été faits dans les dernières années, des choses comme 50 milliards de dollars dans la filière batterie en subvention pour les grosses usines, le fait qu'on s'en va dépenser 4 milliards pour simplement faire un plan de tracé pour ensuite dépenser d'autres argent pour un train à grande vitesse, c'est beaucoup de dépenses, beaucoup de milliards de dollars. Puis en tout cas, de mon opinion, cet argent-là serait beaucoup mieux dans les poches des contribuables que dans les coffres à Ottawa. Renaud Brossard, vous êtes vice-président aux communications à l'Institut économique de Montréal. Très intéressant comme proposition et surtout une réelle préoccupation pour les travailleurs de la classe moyenne. Je suis contente qu'on la définisse de cette façon-là parce que chaque semaine, chacun arrive avec sa propre définition de ce qu'est la classe moyenne. Merci beaucoup, Renaud. Merci. Cube, c'est aussi un examen de la politique québécoise avec Antoine Robitaille. Radio, télé, balado, vidéo. Cube. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Je suis très contente d'avoir avec moi en studio Marie-Annick Lépine, la cowgirl fringante qui sort aujourd'hui même un album que beaucoup de gens attendaient parce que Marie-Annick Lépine a beaucoup de fans. C'est un album magnifique. Ça fait 24 heures que je l'écoute. Ça s'appelle Le cœur est un rêveur. Bonjour Marie-Annick. Bonjour Sophie. Je dis qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient parce que on avait un petit peu une idée d'où tu t'en allais avec cet album-là. Moi, je l'écoute depuis 24 heures et il y a une chose qui me frappe en plein cœur, c'est plein d'humanité, c'est plein de vrai. J'ai ri, j'ai pleuré. Comment ça s'est fait, cet album-là? Comment tu l'as conçu? Comment tu l'as mis dans le four? En fait, c'est ensuite au décès de Carl. Ce que je tiens à dire, c'est que quand il arrive un moment tragique comme ça dans une vie, puis que tu as de jeunes enfants, puis que tu te retrouves monoparental à plein temps, 7 jours sur 7, 365 jours par année, mais tu essaies de garder le cap pour les enfants. Tu essaies de combler le vide laissé par la perte du conjoint du papa. Et tu deviens comme une maman à plein temps, mais qui est fixée puis axée sur le bonheur de tes enfants. Donc, tu t'oublies. Tu penses plus beaucoup à toi. Puis, dans la vie, si on fait ça pendant longtemps, ben, on finit par mettre un genou par terre. Puis, absolument. Il fallait pas que je tombe non plus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Ben, en fait, c'est venu comme ça, naturellement, mais moi, tout le temps dans ma vie, ce qui m'a fait le plus de bien, c'est jouer de la musique. Mais dès l'enfance, là, dans les moments difficiles de la vie, ou même quand j'étais bien, mais c'est ma façon de méditer. C'est ma façon de penser à moi puis d'être dans le moment présent. Parce que je suis pas capable de faire de la vraie méditation. Ça trotte trop dans cette tête-là. Donc, il faut que je me ramasse à faire la création. De la création, c'est tellement prenant mentalement et tout ça que tu es vraiment dans le moment qui existe, dans le moment présent. Puis, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que ça m'a permis d'avoir un projet pour penser à moi, mais un projet qui nuisait pas non plus à être la maman qui fait l'épicerie, les lunchs, les devoirs, l'heure du dodo. Puis, ça m'a permis de, dans le fond, d'écrire des choses que je vivais, mais tout en restant, je pense, d'une belle façon universelle pour les gens.
Puis vraiment, j'ai toujours pris la musique comme les cowboys, on l'a fait depuis nos débuts, d'essayer que la chanson doit toucher les gens, mais peu importe la façon qu'on les touche. C'est pas obligé d'être triste tout le temps. Il faut, tu sais, de sourire, de rire, ça fait du bien aussi. Puis, vu que je suis de la vieille école, j'écoute souvent, moi encore, les albums au complet. Mais oui, puis donc, dans l'ordre est important. L'ordre est important parce qu'on y réfléchit en tant qu'artiste. Puis, donc, c'est pourquoi, tu sais, il y a une certaine forme de chronologie dans mon album aussi. Puis, il y a différentes vagues d'émotions, ce qui fait que l'album passe vite. On l'écoute en même temps, mais il est court. Mais il dure quand même 33 minutes, 34 minutes. Mais je trouve ça important ce que tu dis parce que c'est vrai que la modulation est importante. Il y a des chansons plus tristes, des chansons plus drôles, des chansons plus profondes, des chansons plus... Festives, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Comme les Cowboys ont toujours été et comme toi, tu es aussi, comme on est dans la vie. Mais dès le début, tu viens nous chercher. Je veux qu'on entende un extrait de la première chanson qui s'intitule « Comme on était ». On écoute ça, puis tu vas nous expliquer après « Comme on était quoi ». Oui. Je te vois juste écouter ça te fait revivre des choses. Donc, comme on était avant le drame, avant les mauvaises nouvelles. Oui. J'ai beaucoup pensé à toi. Oui. Tu le sais, l'année dernière, mon chum a eu le cancer de la prostate. Et quand on a eu le diagnostic pour Richard, on a tout de suite, évidemment, pensé à Carl. Oui. On a pensé à toi. Moi, je pensais beaucoup à toi parce que je me disais comment on fait quand on accompagne son homme qu'on aime. Et évidemment, le diagnostic n'était pas exactement le même. L'issue n'est pas la même. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes au Québec dont le conjoint a eu un diagnostic de cancer de la prostate qui ont pensé à toi puis comment on fait pour passer à travers tout ça. Puis aussi, on se dit, on aimerait ça revenir avant le diagnostic. Est-ce que c'est un peu ça que raconte la chanson? C'est exactement ça. En fait, j'ai commencé l'album avec elle parce que c'est une chanson que j'ai composée avant son décès. Parce que le premier vrai deuil qui arrive, c'est quand on t'annonce un diagnostic d'une maladie. Et nous, en plus, le diagnostic était désastreux, là, métastatique, incurable. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as plus du tout la même vie qu'avant. Tu t'en vas dans une autre dimension où ce que tu sais que finalement, tu vieilliras peut-être pas avec cette personne-là, que tu t'assoiras pas sur la galerie jouer de la musique en étant âgé, tu sais. Donc, tu prévois déjà que tes filles auront peut-être pas leur papa quand ils seront adolescentes, quand ils auront leur première peine d'amour. Tu sais, c'est beaucoup de deuil que tu dois vivre à partir de ce moment-là. Et c'est pourquoi j'avais écrit cette chanson-là. Qui est magnifique, Marie-Annick. Oui, parce que vraiment, on aimerait vraiment ça. Revenir au moins juste une journée avant que t'aies des rendez-vous médicaux, des traitements, des prises de sang, des résultats que t'attends tout le temps. En plus, nous, c'était souvent décevant. Que Carl l'a entendu, cette chanson-là? Est-ce que tu lui as chanté? Je lui ai pas chanté. Tu lui as pas chanté? Non. Parce que ça aurait été trop difficile? Mais oui, parce que c'est difficile de vivre ça, hein? Même que le conjoint. Je disais dans la préface du livre de Jonathan Roberge qu'il se développe un moment donné par souci de ne pas faire de peine à l'autre, une forme de solitude dans le drame parce que tu veux pas montrer à l'autre que tu as trop de peine pour pas lui en faire. Donc, on finit par pleurer chacun de notre bord en cachette un peu. Donc, on a tous un petit mouchoir de larmes dans nos poches. Oui, c'est ça. Quand on tient avec de la broche. Oui, exactement. Bon, ça commence bien l'entrevue. Déjà, le mascara se met à couler. Mais je veux pas du tout donner l'impression, puis je te remercie de partager ça avec nous et avec les auditeurs. En même temps, je veux tellement pas donner l'impression aux gens que c'est un album qui
qui n'est que ça. Il y a au contraire plein de moments hyper festifs. Et tu nous avais prévenu, dont ton album sort aujourd'hui, et tu nous avais prévenu, tu nous avais donné des petits indices, parce que je te suis sur les médias sociaux, que le clip de la chanson titre, donc Le cœur est un rêveur, que ça allait être quelque chose de spécial. Oui. Et là, donc, on va en montrer un extrait, et c'est en effet, la chanson est très drôle, elle est très rigolote, mais là, en plus, visuellement, c'est absolument un coup de génie. Donc, on écoute un petit extrait du clip de la chanson Le cœur est un rêveur. Pourquoi tu... Ah ok, c'est épouvantable. Donc c'est très drôle parce que très drôle. Vous avez donc la réalisation a inséré ton visage, toi qui chantes dans un épisode de la soirée canadienne. Puis on le sait que ça a fait un retour, la soirée canadienne. Et t'es vraiment grimé, habillé comme à l'époque. C'est vraiment un coup de génie. Puis tu le ris encore. Écoute, on a eu du fun à faire ça là quand même. Puis moi, ça, je disais à Hénaud, quand j'ai eu l'idée, je l'ai texté. C'est le nom du réal. Oui, le réalisateur Louis-Philippe Hénaud. Je l'ai texté, il devait être 1h30 du matin. Là, je suis une couche tard. Parce que là, j'avais cette flash-là. Je me disais, cette chanson-là, elle a un petit côté Bolduc, je trouve, en quelque part. C'est vrai. Puis parce qu'elle racontait beaucoup d'histoires, hein, tu sais, la Bolduc. C'est quasiment une chanson à répondre. Quasiment, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ça serait drôle si on reprenait une soirée canadienne, tu sais, mais vraiment déguisée et tout, là. Comme l'époque. Donc, c'est ça. Je lui ai laissé ça comme message. J'ai envoyé l'album. Puis le lendemain, il a fait « Go, Marie, c'est sûr qu'on fait ça. » Puis, mais en fait, c'est tellement bien réalisé. Puis je disais, écoute, je veux que tu sortes vraiment des personnages, tu sais, qui n'ont pas de l'air à triper sur la chanson. Non, c'est ça. Ils ont tous l'air de s'emmerder royalement. Puis toi, t'es là, puis t'as le fun de ta vie. C'est vraiment très, très drôle. Oui. Je veux absolument qu'on parle aussi, parce que les textes sont importants. Une des chansons sur l'album qui est vraiment venue me chercher, ça s'intitule Ma vieille chum. Ouais. Et donc, tu as une amie qui est abonnée au site de rencontre, puis ça se passe pas toujours bien. Et en particulier, des fois, des gars qui sont impatients ou violents. Pourquoi c'est important pour toi d'écrire cette chanson-là? Bon, l'inspiration m'est venue du fait que suite au décès de Carl, mais je suis devenue célibataire. Et toutes mes chums de filles célibataires, mais là, m'envoyaient les pires, le pire du pire de ces réseaux-là pour me faire rire. T'as vraiment des bonnes chums, toi. Écoute, pleurs et de rire de même, là, c'est épouvantable, là, des fois. Là, alors, les hommes qui nous écoutent, si vous êtes inscrits sur un site de rencontre, c'est possible que Marie-Annick Lépine ait ri de vous avec ses chums de filles. C'est ça que t'es en train de nous dire, là. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas un seul gars qui arrive à la cheville de Carl. Oui, mais c'est parce que là, il y a des contextes. Là, oui. Tu sais, se prendre en photo dans le miroir d'une toilette publique, il y a des limites. Non, pas là, sérieux. Ou en dessous d'une vache. Ou les pieds d'un aquarium avec des poissons qui nettoient tes petits pieds. Là. Il n'y a pas des gens qui mettent des photos d'eux. C'est trop drôle. En tout cas, fait que je pleurais de rire tout le temps quand je regardais ça. Je disais, il faut que j'écrive une toune là-dessus. Mais c'est vraiment une de mes amies en particulier que je trouvais que son ex-conjoint, il était so-so. Fait que j'en ai profité pour le dire. Pour le dire. Alors, on parle de Carl, évidemment, depuis les tout débuts. Je voulais juste te montrer une image, puis je vais juste dire à mes collègues d'attendre 2 secondes avant de montrer la photo. Tous les jours pour venir travailler ici à Cube, je passe par un coin de rue. Oui. Et à chaque fois, j'ai une pensée. Et très souvent, je suis dans mon auto, puis j'écoute les Cowboys. J'écoute vraiment beaucoup les Cowboys ces temps-ci. Et là, chaque fois, je passe devant cette murale que je veux te montrer. Oui. Qui est vraiment juste à côté d'ici, près de la rue d'Iberville. C'est donc Carl Tremblay, la fin du show.
avec un extrait de la pochette de votre premier album. Oui. Non, le premier ou le deuxième? Non, c'est notre quatrième break syndical. Votre quatrième break syndical. Excuse-moi, le premier, c'était Motel Capri. On est parti sur le chemin de Garnotte, nous autres. Mais toi, des fois, quand tu conduis puis que tu vois cette murale-là, ça doit venir te chercher. Une chance, je passe pas souvent devant. Mais en même temps, je veux dire, comme sa sœur, il y a un méchant long bras. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le bras fait comme toute la longueur du mur. Mais donc, je voulais te montrer aussi cette image-là parce que pour venir en aide au pub Randolph, qui avait été mis sur pied par Carl, tu avais lancé un appel à plein de gens de t'offrir des images, des dessins, des tableaux de Carl. Et ça a été au-delà de tes espérances. Mais au-delà que c'était difficile à gérer pour moi, finalement, l'automne dernier, j'ai trouvé ça, de regarder des portraits de Carl à longueur de journée, j'ai fait, finalement, j'étais pas prête. Ouais. Donc, j'ai reparti le projet en janvier et l'ouverture officielle se fait lundi, le 17 mars. Donc, c'est bientôt. C'est bientôt, c'est dans 3 jours. Et je dois aussi t'offrir mes condoléances les plus sincères parce que en l'espace de 2 ans, tu as perdu non seulement Carl, mais aussi ton papa qui est décédé au mois de janvier. Sur ton album, il y a une chanson sur ton papa. Non, c'est pas ton papa. OK, ben là, je le savais que j'allais faire une gaffe parce que c'est une fille qui s'adresse à son papa en lui disant, tu vas être fière de moi parce que j'ai des bons bulletins. Et je me disais, elle évoque l'idée d'un père. Je vais m'essayer. C'est peut-être son père, mais c'est peut-être pas son père. Donc, c'est pas ton papa. C'est pas mon papa. C'est vraiment Simone qui parle à son papa. C'est notre grande fille qui s'adresse à son père. Puis, en fait, c'est la chanson qui est partie... c'est la première chanson écrite pour cet album-là. Comme on était déjà de composer, puis j'avais les 2 pièces instrumentales aussi. Mais j'avais pas d'album encore. Là, c'était un projet comme ça. Puis, c'est la première chanson que j'ai composée. Puis, c'est vraiment parce que l'été dernier... On est allé aux îles de la Madeleine. Oui. Puis, à chaque été, nous, on y allait aux îles. Puis, moi, Carl, il adorait cette place-là parce qu'il est moitié acadien, moitié québécois. Puis, en tout cas, il se sentait chez lui là-bas. C'était notre premier été sans lui. Puis, j'ai amené les petites dans une galerie d'art aux îles. Puis, je leur ai dit, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, dites-moi-le, on va l'acheter. Fait que moi, j'ai eu un coup de cœur sur une toile. Puis, ma grande aussi. Fait que là, j'ai dit, t'as-tu trouvé quelque chose à ton goût? Elle dit, oui, mais t'es un peu cher, faut que je te l'ai pas parlé. Je dis, c'est laquelle? Elle me pointe exactement la même que moi. Ah. Puis, fait que là, je dis, pour nous autres, c'est sûr, parce que c'était une toile de Louis Boudreau, qui est un grand artiste aux îles. Et dans cette série-là, il reprenait des grandes citations d'auteurs. Et cette toile-là est écrite « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Donc, toutes les deux, on a été vraiment interpellés sur cette toile-là. Puis là, Popo est arrivé après, puis elle a dit « Ah oui, je l'aime, je l'aime ». Donc, on est parti avec cette toile-là. Et rendu à la maison, je me suis assise, puis j'ai composé cette chanson-là en pleurant beaucoup, parce que je pense que c'est ce qui me fait le plus de peine, de savoir que c'est ça, que mes filles auront pas le regard de leur papa dans plein d'étapes de leur vie. Alors, c'est une phrase magnifique. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Je te fais une confidence. La raison pour laquelle c'est venu autant me chercher, c'est que je suis en train d'écrire un livre où je parle de ma mère. Ah. Et les premiers mots de mon livre, c'est cette citation-là. Pour vrai? Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. C'est une phrase qui est tellement belle parce que ça dit attention, je suis fragile, puis toutes les larmes, elles sont à l'intérieur. Vous avez juste besoin de me bouger un tout petit peu, puis ça va sortir. Fait que faites attention, attention, fragile. Quand j'ai vu cette chanson-là, je me suis dit, oulala. Oui. Oulala. Oui. Merci d'avoir écrit cette chanson-là. Merci pour cet album-là qui est absolument magnifique. Pour te faire rire, pour terminer l'entrevue, je veux t'offrir une petite surprise. Okay. C'est un petit souvenir. Donc, je vais demander à mes collègues de partir ça. Je pense que tu sais un petit peu de quoi il s'agit. On écoute ça. Ça date de quelques années, quelques décennies. Alors,
les cowboys fringants, ils sont vraiment fringants comme vous avez vu. Et ils sont fringants. très cowboys. Je vous les présente. Jean-François Posé, guitare et voix. Dominique Lebeau, batterie et voix. Jérôme Duprat, basse. Marie-Annick, Lépine, une fantastique violoniste. Et Carl Tremblay, chanteur. Alors, c'était les choix de Sophie. C'était une de vos... 97 ou 98? Dans ce bout-là. Mais c'est dans ce bout-là. Là, Dans on ce était bout-là. toutes jeunes. Je pense qu'on avait fait Mon Pays. Bon, on était tellement jeunes que moi, j'ai vraiment l'air jeune là-dessus. Et je veux m'excuser parce que j'ai moffé ton nom. Alors, toutes ces années plus tard, je m'en excuse encore. Mais je te faisais déjà des compliments sur ton immense talent, Marie-Annick Lépine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Sophie. Merci. Cube, c'est aussi un regard avisé de l'économie avec Francis Gosselin. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. J'avais jamais remarqué ça, mais tu dis fumisterie. T'as pas honte d'utiliser un mot de 4 syllabes? C'est bien trop compliqué, ça? Je l'aime beaucoup, mon jingle, mais je commence à être un petit peu tanné de l'entendre. On va le changer. Je vous avoue, là, puis fumisterie, oui? Des fois, je me réveille la nuit, puis tout le reste n'est que fumisterie. Ça part dans ma tête de même. Du moment que t'es pas au lit avec une fille et que la fille dit tout le reste n'est que fumisterie. Ce n'est jamais arrivé encore. Ça va bien aller. Et la raison pour laquelle je parle d'une hypothétique ou potentielle relation avec le sexe opposé, c'est parce que tu veux nous parler de fréquentation. À l'ère de la génération Z. Et ça fait plusieurs fois que tu nous arrives avec des textes extrêmement intéressants parce qu'il y a plein de gens, plein de psychologues qui se penchent sur cette génération-là pour essayer de le sculpter sous tous les angles. Et là, cette dernière exploration concerne leurs habitudes de dating. Écoute, ça fait des années que j'essaie de mettre un mot sur quelque chose que j'observe, sur une intuition que j'ai et que j'ai vu se confirmer après des discussions avec des amis, tout ça. Des fois, tu rencontres quelqu'un, disons une fille, et c'est la première date, et assez rapidement, il arrive quelque chose comme une inondation émotionnelle, c'est-à-dire que... C'est pas parce que la fille est une... Non, OK, j'allais... Non, mais c'est comme... Lui, mais c'est parce que Hugo, il l'a compris, puis Jean-Philippe aussi, t'as compris la blague? OK, c'est pas parce que la fille est une femme fontaine. Non. Écoute, là, c'est une inondation psychologique. Inondation psychologique. De renseignements. De renseignements qui ne sont pas à condamner ou je sais pas, à garder dans un garde-robe. En général, mais à la première fois qu'on rencontre la personne, c'est bizarre. Un peu trop. Ouais, t'as déjà accès à beaucoup de détails, t'as accès à tout un champ de sa vie, et t'as l'impression finalement d'être son meilleur ami parce qu'elle se confesse, on dirait. Un exemple, parce que les gens peut-être nous suivent pas là. Tu rencontres une fille et là, elle te dit, tu sais, moi, ça a été vraiment pénible avec mon ex. Ça a duré 4 ans. Tu sais, on a voyagé beaucoup. C'est avec lui vraiment que j'ai tout, tu sais, c'est lui qui m'a tout fait découvrir, tu sais, en même temps, tu sais, même au lit. Tu sais, peut-être t'es comme, ah oui, carrément, tu sais, là, c'est pas, moi, je suis comme censé être le nouveau, là, parce que je suis un prétendant, tu sais, puis ça, en fait, selon Forbes, qui est un magazine américain. Il y a un mot qui existe pour ça. Ça s'appelle du flood lighting. Et c'est un phénomène, donc, on observe beaucoup chez les jeunes qui sont nés entre 1997 et 2011, la génération Z. Ça se manifeste comment? Donc, évidemment, comme je viens de le dire, là, par beaucoup d'informations qui viennent très rapidement, mais aussi par une espèce d'exigence nouvelle. Donc, la personne exige une réciprocité émotionnelle. C'est-à-dire c'est ça. Je vais tout te raconter dans les moindres détails. Je vais m'ouvrir le cœur à notre première rencontre ou dans les premières rencontres. Et vu que moi, je me suis ouvert le cœur, j'en attends autant de toi. Oui, tout à fait. J'exige, en fait, autant de toi. J'ai beaucoup consommé. J'ai été dans 2 centres de réhabilitation. C'est la première date, là. Tu sais, je dis pas qu'elle devrait jamais le dire, mais à la première date, c'est bizarre. Il fut un temps où on essayait, on se gardait une petite gêne. On essayait de se rendre alléchant. Ou alléchante, ou en tout cas, on essayait de... Je sais pas, il y avait comme un charme dans les mystères, dans la surprise, dans ces affaires-là. Excuse-moi, c'est parce que j'ai vraiment... Je suis en train de rire avec moi-même, puis c'est bizarre parce que Richard était là. Non, mais c'est parce que Richard était là il y a pas longtemps en régie, puis c'est dommage qu'il soit plus là parce que Richard et moi, notre première date...
Ça ressemble à ça? On est passé. Non, elle va pas chercher. Hugo est parti chercher. Veux-tu le laisser tranquille? Il est en train de préparer son émission. Ouais. Mais c'était pas. Non, on s'est pas vraiment gardé une petite gêne, mais c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est un truc, moi, que je trouve que c'est bien qu'il y ait un mot pour ça. Martineau s'en vient. Ouais, mais OK, qui s'en vient. Mais tu sais, je me dis, bon, enfin, on va comprendre ce truc-là. C'est pas juste une intuition. Mon Richard est arrivé. Vas-y, viens t'asseoir. Ben, de toute façon, c'est toi après. Parce que Rémi est en train de nous parler de la génération Z, donc les gens qui sont nés entre 1997 et 2011, et qui, lors d'un premier rendez-vous amoureux, donnent trop d'informations sur leur vécu personnel. J'ai une très bonne histoire pour toi. Non. J'ai une très bonne histoire. John Cassavetes et Gina Rowlands. Ben oui. John Cassavetes, comédien et réalisateur. Sa femme, Gina Rowlands, grande comédienne. A Woman Under the Influence. Ouais. OK. Ça faisait comme, je sais pas, 5-6 ans qu'ils étaient ensemble. 5-6 ans. Ils demeuraient ensemble. Ils vivaient ensemble. À un moment donné, elle rentre dans la maison, puis juste avant d'entrer, puis de débarrer la porte, elle entend du piano. Et là, elle ouvre la porte et elle voit son mari jouer du piano. Elle dit, tu joues du piano, toi? Il dit oui. Elle l'avait jamais vu jouer du piano. Après 5 ans, elle découvrait encore des choses sur lui. C'est merveilleux. Parce qu'il s'était gardé, il n'avait pas tout déballé la première fois. Le premier jour. Ben, tu sais, ce phénomène-là a un nom, ça s'appelle du floodlighting, c'est-à-dire que tu inondes psychologiquement l'autre en y racontant toutes sortes d'affaires. Et l'exemple que Rémi nous donnait, c'était, par exemple, passer ton temps à parler de ton ex. Toi et moi, on haït ça. Je partirais à courir. Ouais, c'est un vrai truc qui existe. Puis, c'est pas la seule manifestation. Vraiment, l'idée, là, c'est d'essayer de comme installer la rencontre sur le terrain de l'émotion. Et là, tu testes la personne. Est-ce qu'elle est capable d'en prendre autant? C'est ça. Ben oui. Et aussi, est-ce qu'elle est capable de recevoir ça? Oui, exactement. Parce que tu fais pas ça la première journée, là. Ben, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Et honnêtement, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ces affaires-là. Puis à un moment donné, on se disait, mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est juste les filles? Est-ce que c'est juste les... Il y a des filles qui m'ont dit que des gars faisaient ça aussi. Tu sais, tu rentres chez toi puis t'es comme, oh mon Dieu, j'ai-tu dit ça à la première date? J'ai-tu dit ça? C'est une mauvaise habitude que les jeunes ont prise. En même temps que des gars disent ça, moi, je trouve ça très surprenant parce que ça fait des années, pour ne pas dire des siècles, qu'on dit aux gars, parlez plus, vous parlez pas assez. Là, on va quand même pas leur reprocher ce que je dirais aux gars maintenant, c'est écouter. Parce que tu vois souvent dans les restaurants et tu vois que c'est la première date et là, le gars, il parle. Puis la fille écoute. Ben non, c'est l'inverse. Le gars écoute la fille, montre que t'es à l'écoute de la fille. Tu peux jamais te tromper, Stéphanie. Alors, Jean-Philippe, prends le micro. Jean-Philippe Leroux, notre réalisateur. Toi, tu veux participer à la conversation? Ben, j'ai l'impression que ça peut être aussi par nervosité, parfois, parce que justement, on veut tellement dire de choses que, on finit par dévoiler des choses qu'on voulait peut-être pas. Ça, c'est tout à vrai. fait. Mais moi, je pense que tu as tout à fait raison, Jean-Philippe. Et je pense, en effet, que les gars se sont tellement fait matraquer pendant des années en disant, vous parlez pas assez de vos émotions, que moi, je peux très bien imaginer qu'un gars, un gars millénial, dans une première rencontre, dise, écoute, moi, je suis un gars super sensible, il m'est arrivé telle affaire, j'ai eu une enfance malheureuse, puis qui s'ouvre. Puis, il y a un éléphant dans la pièce aussi. Il y a l'alcool. Parce que dans une première date, je sais pas, 90% du temps, il y a de l'alcool. Et s'il y a de l'alcool, ben, il y a des confidences. Mais c'est juste que des confidences, tu sais, il y en a que tu devrais garder pour toi, hein? Garder tes propres confidences pour toi. Je sais pas. Ça, par exemple, parler de ton ex, c'est sûr que c'est pas recommandé. Parler de tes traumatismes, non plus. Ce n'est pas recommandé. Je pense que, tu t'attends peut-être la 8e date ou la 9e. Pourquoi les gens de cette génération-là parlent des traumatismes? Parce qu'ils se sont tellement fait dire, ça fait partie de ton identité. Tu sais, c'est la génération quand même des traumavertissements. Ben, c'est ça. Alors, il faut un traumavertissement au début de la relation. Et il faut absolument Jean-Philippe, il y en a une bonne. Rémi, j'ai un truc pour toi. Moi, c'est plutôt un café. Comme ça, je m'assure que l'alcool rentre pas en ligne de compte. Exactement. Tu vas prendre un café. Ben oui, c'est vrai. Pas d'alcool la première date. C'est sûr. Si tu prends trop d'alcool, en plus, tu pourras pas performer vraiment correct. Après, tu prends trop d'alcool. Merci pour les conseils de Papy Richard. Oui. Toi et moi, notre première date, est-ce qu'il y avait de l'alcool? Eh bien, on parlait pas beaucoup. Non. Nos corps agissaient. C'est une très belle histoire. À un moment donné, il va falloir la raconter, celle-là. Non, jamais. Non, même pas. Non, non. Donc, attendez, il y a d'autres explications aussi, par contre. Vas-y. Donc, moi, je pense qu'il faut le dire aussi, on est la génération de l'instantané. Donc, c'est sûr que notre rapport
à la durée est pas le même, aux échéances. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que j'aime Rémi, parce qu'il a toujours une analyse sociologique, et c'est vrai que c'est un très bon point. C'est aussi que si tu dis de toute façon la relation durera peut-être juste 3 semaines, je suis mieux de résumer tout ce qui m'est arrivé dans ma vie dans la première date, parce que Dieu sait que peut-être que dans 3 semaines, la personne ne sera plus là. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Il y a plein d'affaires que tu sais pas sur moi. Il y a plein de trucs que tu sais pas sur moi. Non, ben en plus, tu passes ton temps à raconter les mêmes anecdotes. L'affaire de Gina Rowland qu'Elizabeth, je pense que ça fait 24 fois que je l'entends. Oui, OK, c'est une anecdote. Je pense qu'une fois par année, non, mais tu la sur ma vie, mes anciennes histoires, mes trucs, il y a plein de trucs que tu sais pas, toi. C'est bien correct comme ça. Non, quel instrument tu joues, Richard? Ben, pas en tout. Ah non, il joue très bien de la guitare. Pour vrai? Ah, oui. Pas vrai. Oui, tu joues bien de la guitare. Il y a une autre explication aussi. Oui. On est seul. Oui. Tu sais, je veux dire, tu rencontres quelqu'un, pourtant, tu sais, on est tous connectés. On est sur les réseaux sociaux, on parle avec nos amis tous les jours, hein, même nos amis qui sont dans le fin fond, je sais pas, de l'Alabama sont là, tu peux leur parler, tu les as rencontrés une fois, tu es ami sur Facebook avec eux. Mais on est seul. Donc, on arrive en date, et en fait, on cherche, oui, un amoureux, mais on cherche surtout une connexion, on cherche une oreille. Donc, on dit tout. Très intéressant. Ben, ça, j'en suis convaincu. Ouais. Alors, je vais sortir encore un gag que tu as entendu. Ouais. Mais écoute pas. Alors, je pense que c'est Woody Allen qui disait ça. Sometimes you... Non, non, pas l'affaire de Mr. Right et Mr. Right Now. Woody Allen, il disait We only need... Vas-y, Richard. Mais non, mais tu il fait sa face fâchée. Sometimes you're looking for Mrs. Right. Sometimes you're looking for Mrs. Right Now. Oh, très bien dit, très bien dit. Ben, Woody Allen disait aussi dans la fin de Annie Hall, c'est quoi qu'il dit? Il dit on a besoin des œufs. Oui. C'est ça. Parce que, il faudrait raconter toute l'histoire. C'est une longue histoire parce que, tu sais, mon frère, il se mais par amour, on est prêt à tout. Puis je pense. Une excellente anecdote, Richard. Tout à fait. Mais bon, moi, je suis content. Les gens maintenant qui nous écoutent savent pourquoi ça existe, savent comment s'en sortir aussi. Donc, moins d'alcool, plus de café, premièrement. Oui, ça, c'est le conseil de Jean-Philippe. Mais je pense que c'est un très bon conseil, effectivement. S'il n'y a pas la bouteille, parce que la bouteille, c'est vraiment les confidences là, accélérées. Là, moi, j'ai des gens que j'ai rencontrés la première fois et à qui j'ai dit des choses que j'avais même pas dites à des gens que je connaissais depuis une éternité. OK? Donc, ça vaut aussi pour les filles. Les filles, tu leur donnes un petit verre, là, puis on dirait que c'est comme 8 verres pour un gars. Donc, les histoires, ça va bien plus vite aussi. Tu sais, garder un petit peu de mystère. Garder le mystère. Ben oui, c'est beau le mystère. C'est tellement beau que Casavette fait comme ça découvrir à quelqu'un. Jardin vive secret. Le mystère. Vive le mystère, vive le jardin secret. Merci, mon bel amour. Bonne émission tout à l'heure. Merci, Rémi. Merci à Hugo Veilleux. Merci à Jean-Philippe Leroux. Merci à vous d'avoir été là toute la semaine. Puis en fin de semaine, écoutez donc du Marie-Annick Lépine. C'est absolument splendide. Merci, à lundi.